Ben, bonjour à tous. Je suis vraiment très heureuse d'être avec vous ce midi. J'ai vraiment, en tout cas, c'est toujours une grande chance là, comme chercheur d'être invité comme ça à pouvoir partager, là, discuter de nos travaux à d'autres personnes, à d'autres à des étudiants, d'autres chercheurs, etc., puis à des gens des milieux de pratique. Je suis vraiment très heureuse d'être ici avec vous. Là, je ne vous vois pas. Je vais essayer de vous mettre en petit ici pour voir un peu quelqu'un. Oui, voilà, j'y arrive. Alors, ben, comme ça a été mentionné là, tantôt, je suis professeure au département de psychoéducation psychologie à l'UQO, mais au campus de Saint-Jérôme. Donc, je suis dans les Laurentides. Je suis également co-responsable du laboratoire de recherche L'Approche. Puis c'est ça, je vais avoir la chance de vous parler un peu des travaux qu'on mène dans notre labo, justement, aujourd'hui. Et je suis chercheure régulière au CRUGEF. Je m'intéresse particulièrement donc aux familles là, qui vivent avec un parent qui a un trouble mental. Ça doit faire à peu près une vingtaine d'années maintenant que je m'intéresse à ce sujet-là. J'ai commencé à m'intéresser à cette problématique-là durant mes études, je dirais, de doctorat en psychologie, puis aussi, surtout, en fait, je dirais, au contact de familles là, qui venaient chercher de l'aide au CLSC pour leurs enfants ou pour eux-mêmes comme parents. Puis je constatais qu'en fait, les enjeux de santé mentale chez le parent étaient très souvent présents. Puis j'ai remarqué aussi deux choses particulièrement, c'est qu'il y avait vraiment très peu d'informations qui étaient transmises aux enfants se retrouvaient vraiment tu sais, c'est ça, sans aucune information, avec beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de préoccupations. Puis, j'ai remarqué aussi que les parents, de leur côté, avaient beaucoup aussi de préoccupations par rapport à leur enfant, par rapport à leur rôle de parent, etc. Fait que je me suis demandé à cette époque-là, ben, c'était quoi de vivre ça, d'être confronté à ces enjeux-là familiaux comme enfant, mais aussi comme parents. Qu'est-ce qui les aidait, qu'est-ce qui leur nuisait, etc. Fait que je me suis déjà là, à ce moment-là au doctorat intéressée à ces problématiques-là. Puis mon doctorat a donc porté là-dessus à l'époque. Depuis ce temps-là, j'ai eu la chance de mener plusieurs projets en lien avec cette problématique-là. Plus récemment, il y a quelques années maintenant, en 2018 quand même, là, on a développé avec ma collègue Aude Villatte le laboratoire de recherche L'Approche. Puis dans notre labo, on s'intéresse, on fait différents types de projets, là, certainement, mais entre autres, on mène des projets pour essayer de mieux comprendre c'est quoi le vécu des jeunes, des parents qui ont un trouble mental aussi. Également, on s'intéresse à développer puis évaluer des outils, des programmes d'intervention pour ces familles-là, pour les aider à mieux faire face à ce qu'ils vivent. Puis également, je m'intéresse particulièrement aux services qui sont offerts finalement aux enfants et aux familles dans les différents contextes de services qu'on a là, au Québec. Donc, puis c'est ce dont aussi je vais vous parler aujourd'hui. Donc, en première partie, je vais vous quand même prendre quelques minutes pour vous parler du contexte, donc de cette problématique-là, puis pourquoi c'est important pour nous et les résultats de certains projets là, qu'on a menés pour essayer de comprendre c'est quoi le vécu de ces jeunes-là et de ces familles-là. Également, je vais vous parler du grand projet que j'ai mené justement auquel je référais il y a 2 instants, là, et on s'est penché sur qu'est-ce qui était finalement offert aux familles dans les services en santé mentale adulte au Québec. Donc, on va parler de ce grand projet-là qu'on a mené là, depuis quelques années maintenant mais que là, qui est terminé, mais qu'on est encore en train d'analyser là, certaines données de recherche, évidemment. Ça se poursuit souvent sur plusieurs années. Donc, on va regarder un peu la méthode de cette enquête-là qu'on a menée, mais les résultats aussi. Puis, on va avoir le temps là, de discuter des enjeux puis des implications pour la clinique, pour la pratique. Donc, premièrement, quelques statistiques. J'aime bien débuter par quelques statistiques. Peut-être que certains d'entre vous êtes déjà au courant, mais les jeunes qui vivent avec un parent qui a un trouble mental sont quand même assez nombreux dans la population générale. Donc, on parle d'une prévalence d'environ 20 là, de jeunes entre 0 et 25 ans là, qui ont un parent qui a un trouble mental. Les données varient là, selon les études, évidemment, selon la méthodologie utilisée. Et on pense que c'est quand même une donnée qui est élevée, même si c'est quand même, ça nous paraît élevé, le 20 ça serait sous-estimé parce qu'il y a beaucoup de parents qui vont jamais aller chercher de l'aide pour leur problématique, soit parce ils ont même pas conscience qu'ils ont un enjeu de santé mentale ou quoi que ce soit. Euh, et parce qu'aussi, c'est difficile quand même d'estimer ces chiffres-là. Donc, si on pense que c'est quand même à la baisse, ben, que c'est sous-estimé. Et également, on sait qu'il y a à peu près 45 là, presque la moitié des adultes qui reçoivent des services en santé mentale qui ont des enfants euh, de moins de 25 ans. Donc, c'est quand même très important comme chiffre.
Et on sait aussi, il y a quelques études qui ont été faites là, par rapport à, pour essayer de savoir, dans les services en santé mentale jeunesse, il y a combien de jeunes qui sont touchés finalement par cette problématique-là. Puis, il y a une étude, entre autres, qui a montré que ce serait autour de 60% des demandes là, en santé mentale jeunesse, là. Également, c'est des jeunes qu'on peut retrouver à la DPJ. Donc, il y a quand même pas mal de signalements qui sont faits là, pour ces jeunes-là à la DPJ. Donc, on parle entre 16 et 24%. Puis quand il y a des références justement ou des signalements à cet égard-là, les risques de placement et de perte de garde de l'enfant, pardon, sont très, très élevés, donc sont autour de 70-80%. Donc, c'est sûr que c'est des jeunes qui sont considérés comme à plus haut risque de vivre différentes difficultés, notamment des difficultés scolaires, des difficultés sociales, des enjeux aussi de santé mentale. La littérature est très abondante là, sur le sujet, puis tu sais, je ne couvrirai pas tout ça aujourd'hui, c'est pas le but de la présentation, mais pour vous dire quand même que c'est un risque qui est quand même très élevé. Ces jeunes-là sont considérés, sont retenus comme étant un groupe plus vulnérable. Malgré qu'il y a plusieurs jeunes, puis c'est important aussi de le mentionner, qu'il y a plusieurs de ces jeunes-là qui vont avoir un bon développement, qui vont réussir à être résilients par rapport à ce qu'ils vivent. Et ça, c'est très positif, mais ils sont quand même considérés comme plus à risque. Euh, Notamment, tu sais, quand je parle de risque de problèmes de santé mentale, on sait que c'est que le fait d'avoir un parent qui a un trouble mental, c'est un des plus grands facteurs de risque là, pour le développement d'un trouble mental chez l'enfant, l'adolescent et puis aussi à l'âge adulte. J'ai juste montré un exemple ici qui illustre notamment les travaux de Myrna Weisman, qui est une Américaine, qui a suivi des enfants de parents dépressifs sur maintenant 40 ans. Ça fait 40 ans qu'elle les suit et qui montre bien, qui illustre bien avec le graphique qu'on a ici, le risque le plus élevé par exemple, les enfants de parents qui ont un trouble dépressif sont vraiment à plus haut risque d'eux-mêmes développer une dépression. Ils sont aussi à plus haut risque de développer d'autres enjeux, d'autres problématiques de santé mentale. Là, j'ai juste voulu montrer celui pour la dépression aussi, mais ils sont à risque pour différents autres types de troubles mentaux également. Dans l'ensemble, tu sais, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'études sur le sujet, mais les risques sont comme entre 5 à 20 fois plus élevés là, de développer un trouble mental pour ces jeunes-là. Puis on parle aussi d'un risque comme ça, de transmission intergénérationnelle qui pourrait rester présent jusqu'à 2 générations suivantes, là. Donc, Myrna Weissman en parle dans ses écrits. Entre autres, elle mentionne que près de 50%, 49%, je pense, des petits-enfants dans les familles dans lesquelles il y avait un parent et un grand-parent dépressif ont développé un trouble mental également. Donc, c'est un phénomène ou une problématique qui est quand même très présente, très significative là, dans la vie de ces jeunes-là. Quelques mots aussi pour parler du contexte de vie familiale de ces jeunes-là. En fait, l'an dernier, j'ai travaillé avec des collaborateurs à l'international. On a fait une recension, en fait, des écrits et des études qualitatives réalisées sur le sujet. En fait, toutes les études qui ont fait des entrevues auprès d'enfants, de jeunes adultes, adolescents et aussi de parents pour voir un peu c'était quoi. Qu'est-ce qui ressortait en termes de outcome, on va dire, ou d'impact sur leur vie familiale, mais sur leur vie personnelle également, les enjeux qui ressortaient. Et certaines des choses qui ressortent, c'est notamment le fait que c'est souvent en lien avec les... Hop, j'entends la sirène, désolée. C'est ces jeunes-là et les parents, mais ces jeunes-là mettent en évidence différents aspects importants de leur vie, mais notamment que ce sont les manifestations du trouble mental qui ont souvent plus d'impact que le diagnostic lui-même. Donc, à travers les manifestations du trouble vont, dans certains cas, empêcher le parent d'être capable de bien répondre aux besoins de l'enfant. Les enfants peuvent être aussi faire face, par exemple, à des gestes suicidaires chez leurs parents ou le suicide. Peuvent faire face aussi à des rechutes et des situations de décompensation, évidemment, ou de la dégradation de la situation du parent. Les enfants nous nomment aussi beaucoup, à travers les études, là, nomment beaucoup avoir un manque d'informations à propos du trouble mental, donc pas savoir trop ce qui se passe. On parle vraiment que
souvent dans ces familles-là, c'est ça, il y a rien qui est dit, rien qui est nommé. Donc, il y a comme, c'est sûr, c'est une situation qui est souvent taboue pour les familles. Donc, ils n'en parlent pas. Puis l'enfant peut rester pendant longtemps à vivre avec toutes sortes de préoccupations, d'inquiétudes, de craintes aussi par rapport à ce que vivent leurs parents, mais aussi par rapport à si eux vont développer le même type de trouble, par exemple. Ils parlent aussi comment ça a des impacts sur leurs relations sociales, scolaires aussi. Bon, j'ai pas tout mis dans ma diapo, ça ferait beaucoup. Puis plusieurs aussi ont nommé vivent toutes sortes d'émotions négatives, là, très, très variées en fonction de l'enfant. Ils parlent aussi du deuil qu'ils ont à faire d'un parent qui est plus en mesure de répondre à leurs besoins. Par exemple, soit ça peut être des besoins, leurs besoins affectifs, les besoins éducatifs, leurs besoins vraiment variés, là. Ça peut être des besoins justement alimentaires, ça peut être de tout ordre. Ils peuvent aussi vivre très difficilement finalement l'absence d'interaction dans certains cas avec leurs parents, l'abandon du parent. Certains aussi vont parler de proche aidance. Puis d'ailleurs, ça fait écho à un autre projet sur lequel j'ai travaillé avec ma collègue au Vilat. On a fait une grande enquête l'an dernier sur la proche aidance au Québec, sur les jeunes proches aidants. Et parmi ceux qui nommaient avoir un parent qui a un problème soit de santé physique ou de santé mentale, 60 d'entre eux nous ont dit être un proche aidant pour leurs parents. Donc, c'est quand même un chiffre qui est très élevé, trop élevé, quand on sait là, tous les impacts que ça peut avoir ensuite sur le jeune. Les jeunes aussi nous ont parlé, puis pas juste les jeunes, mais je dis non, non. À travers les études là, qui ont été recensées, on remarque aussi les familles parlent du faible soutien social qu'ils vivent, l'isolement, le grand isolement. Les niveaux de conflit très élevés dans les familles, voire de l'abus physique, psychologique, etc. Et aussi, plusieurs parlent d'une vie familiale qui est imprévisible. Ils ne savent pas sur quel pied danser quand ils vont revenir de l'école. Est-ce que mon parent va être bien? Est-ce qu'il va être en rechute? Est-ce il va avoir fait une tentative de suicide? Et ils ne savent pas sur quel pied danser. Ils ont beaucoup, beaucoup d'adaptations à faire par rapport à ce qui se passe chez leurs parents. Et finalement, certains nous nomment aussi, parlent beaucoup de précarité financière. Donc, beaucoup de choses. Aussi, quelque chose de plus positif, je pense, que je voulais mettre en évidence quand en ce moment, on est en train de faire des entrevues auprès de parents qui ont des troubles mentaux. Puis, ils nous nomment beaucoup comment c'est important pour eux, leur rôle parental est important pour eux, valorisant pour eux. Ils veulent l'investir. Et beaucoup savent qu'est-ce qu'il faut faire pour être un bon parent, mais c'est en raison des manifestations de leur trouble mental, finalement, qu'ils ne peuvent pas être des bons parents ou bien répondre aux besoins de leurs enfants. Alors, il y a cet aspect-là je pense que c'est important à avoir en tête que le rôle parental est important, leur enfant est important pour eux, ils le voient vraiment comme un facteur de protection, là. Donc, je pense que c'est important pour nous, notamment en intervention, d'avoir ça en tête là, quand on réfléchit à ces interventions auprès de ces familles-là. Également, ben, je peux vous illustrer aussi certains éléments là, sont ressortis dans les études qu'on a fait auprès d'enfants et de jeunes adultes. Donc, il y a quelques années, on a mené un projet, entre autres, avec des jeunes enfants qui ont un parent qui a un trouble mental. Et c'était super intéressant parce que, à la fois dans la littérature, on voit bien, ce qui ressort, c'est que les enfants parle de sentiments de peur ou de crainte, de tristesse, de solitude, etc., des émotions comme celle-là. Nous, dans notre étude, ce qu'on a montré ou ce qu'on a vu, entre autres, c'est que ça peut prendre aussi des formes très concrètes dans la vie de ces enfants-là. Tu sais, nous, ils nous ont pas tant parlé directement d'émotions qu'il y avait, mais plus que de l'impact concret sur leur vie quotidienne. Par exemple, ici, on a un enfant qui nous a fait le dessin de lui avec, en fait, c'est une fille avec sa maman qui allait souvent patiner, etc. Puis là, elle nous disait, ben maintenant, on ne fait plus d'activité ensemble parce que ma mère est dépressive. Donc, c'est très concret dans la vie de cet enfant-là de dire, ben là, maintenant, j'ai plus mon parent pour aller jouer ou m'amuser, etc. D'autres enfants de ce groupe d'âge-là nous ont aussi parlé comme quoi ben, leurs parents n'étaient plus là pour faire les devoirs, par exemple, après l'école ou pour les amener à l'école. Tu sais, donc, souvent, ça peut prendre cette forme-là aussi, là, quand on parle d'impact sur les enfants. Du fait d'avoir un parent qui a un trouble mental.
On a parlé aussi à des plus vieux, entre guillemets. Donc, on a fait un projet PhotoVoice avec Aude Villatte auprès de jeunes adultes qui vivent avec un parent qui a un trouble mental. Et par exemple, j'ai juste voulu montrer un exemple ici là, de Daniel, 23 ans, qui a pris cette photo-ci, qui nous a transmis cette photo-ci et aussi transmis un message super important. Il dit, devenir adulte quand on a un parent atteint d'un trouble mental, c'est avoir le rôle de parent et celui de l'enfant qui se mêlent comme un tas de fils. Lorsque mon père est tombé malade, la frontière qui existait entre moi et mes parents est devenue floue. J'avais le rôle alternativement du parent et de l'enfant, et même dans une certaine mesure du mari, parce que je devais remplacer mon père qui ne pouvait pas occuper ses fonctions. Donc, on voit donc ici comment ça peut prendre plusieurs formes là, quand on parle d'impact là, l'impact sur le vécu des jeunes. Ça peut être très varié en fonction de l'âge de l'enfant ou du jeune, mais aussi en termes de peut-être de type de trouble qui est vécu, mais surtout de sévérité du trouble, là, puis de contexte de la vie familiale, je dirais. Mais dans tous les cas, on remarque, puis la littérature est vraiment claire là-dessus, comment ça peut avoir un impact. Ça va avoir un impact dans tous les cas sur la famille, sur le contexte familial, même si ça peut prendre une forme variée. On a voulu, là, je veux juste vous dire, parler quelques minutes d'un projet. Ah oui, il faut que j'avance un petit peu dans le temps. Prends trop de temps. Je vois le temps qui file. On a fait un projet avec des collègues au Danemark où on a voulu essayer de regarder c'était quoi le niveau de fonctionnement familial dans ces familles-là. Et ce qui est ressorti, ce qui est vraiment a été mis en évidence, c'est que, en effet, il y avait des problèmes au niveau du fonctionnement familial dans les familles où un parent a un trouble bipolaire ou un trouble de schizophrénie en comparaison avec les parents qui ont un trouble, ben, qui n'avaient pas du tout de trouble, le groupe contrôle. Donc, ça, c'était vraiment évident à travers cette étude-là. Et aussi, on a fait une autre étude qui illustre finalement le soutien social perçu comme étant beaucoup plus faible là, parmi les parents qui ont un diagnostic de schizophrénie, parents qui ont un trouble bipolaire, mais aussi les partenaires, donc les conjoints de parents qui ont un trouble de schizophrénie. Donc, ce que ça nous montre, dans un contexte où on sait que le soutien social est un facteur de protection énorme et super important, d'autant plus dans les familles qui sont affectées par une problématique de santé mentale, ben, c'est un enjeu réel là, puis important à considérer. Donc, à travers tout ça, ce qu'on remarque, c'est que les jeunes qui vivent dans ces familles-là sont à plus haut risque et favoriser leur santé mentale de l'enfance jusqu'à l'entrée dans l'âge adulte est vraiment important, vraiment recommandé, en complémentarité, pardon, au soutien apporté aux parents. Là. C'est super important. Et ce qu'on remarque, c'est que ce qui ressort beaucoup, c'est que ce serait vraiment important d'avoir donc une lunette familiale quand on vient en aide ou on essaie d'intervenir auprès d'adultes qui ont des problèmes de santé mentale ou auprès d'enfants qui ont des différents enjeux, d'avoir une lunette plutôt familiale que individuelle. Là. Donc, au lieu de se centrer juste sur les symptômes du parent, ce serait vraiment utile et suggéré là, de considérer l'ensemble de la vie familiale et des enjeux là, que peuvent rencontrer ces familles-là. Donc, puis ça, c'est vrai à travers les différents secteurs de services, mais entre autres, notamment, c'est nous, ce qui nous intéresse davantage, le secteur qui nous intéresse davantage, c'est les secteurs en santé mentale, notamment en santé mentale adulte, qui côtoient, qui interviennent directement auprès d'adultes qui ont des problèmes de santé mentale et qui sont parents, qui ont un rôle de parents. Donc, c'est sûr que ils ont un rôle à jouer, puis ça peut prendre plusieurs formes. Donc, ici, j'ai voulu montrer comment les différentes formes que ça peut prendre, mais entre autres, on s'attend, ben, pas on s'attend, mais ce qui est suggéré, c'est que ces professionnels-là soient en mesure d'identifier, par exemple, le statut parental des usagers auprès de qui ils interviennent, donner de l'information, par exemple, aux différents membres de la famille, mais de façon adaptée. Évaluer les besoins, par exemple, des enfants et dans cette famille-là, mais aussi des parents. Est-ce que les parents ont besoin de répit? Est-ce qu'ils ont besoin de soutien au niveau de leur rôle parental, etc. Est-ce que ça pourrait être aussi avoir le rôle d'accompagnement, par exemple, justement, d'accompagnement dans le rôle parental ou accompagnement à différents niveaux. Impliquer les membres de la famille dans les différents suivis qui sont faits auprès de l'adulte. Donc, ça, plusieurs jeunes adultes nous ont dit, ben moi, il me considère pas quand il renvoie par exemple, mon parent s'en va à l'urgence ou est hospitalisé pour son problème de santé mentale, et ensuite il le renvoie à la maison, mais
ils me considèrent pas, ils nous considèrent pas du tout dans toutes ces décisions-là. Or, ça a beaucoup d'impact sur leur vie. Ça peut aussi être un rôle en termes d'orientation ou de référence à d'autres services, par exemple. Donc, dans tout à travers tout ça, à travers toute cette littérature-là, ce qui ressort beaucoup, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qui est fait aussi en termes de donc là, on sait que c'est important de soutenir les jeunes, les familles. On sait aussi que, les professionnels de la santé mentale adultes ont un rôle à jouer à travers tout ça et on s'est posé la question, bien, quel était l'état finalement des pratiques de soutien aux familles dans les services de santé mentale adulte québécois? On avait très peu de données là, il y a quelques années sur le sujet. Même en Amérique du Nord, là, à travers l'Amérique du Nord, il y a vraiment presque pas d'études qui avaient été faites sur le sujet. Et même dans la littérature internationale, il n'y avait pas non plus je dirais, ben, en tout cas, les résultats étaient très mitigés par rapport à qu'est-ce qu'il en était là, des pratiques réelles des professionnels, mais aussi par rapport aux obstacles et aux éléments facilitants de ces pratiques-là. Donc, on a voulu se pencher là-dessus. On a été financé là, donc, il y a quelques années par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada pour mener une enquête sur le sujet. Et dans cette enquête-là, on a décidé donc de dresser, oui, le portrait des pratiques, mais aussi d'être capable d'identifier s'il y a des différences entre les types de professionnels et essayer de mettre en évidence des facteurs facilitants et des obstacles, là, finalement, de ces pratiques-là, centrées sur la famille, ou en tout cas les pratiques de soutien aux familles. Je vais aller quand même vite sur la méthodologie vu le temps qui file, là, qui a vraiment filé trop vite pour moi. Mais donc, on a fait une enquête auprès de 512 professionnels en santé mentale adulte. Donc, les critères, vraiment, on voulait que ce soit des professionnels de n'importe quel type de professionnel, mais qui offrent des services directs là, à des adultes euh, en santé mentale, qui ont des enjeux de santé mentale. On a fait, donc, notre enquête on a colligé des données à travers le Québec. Donc, vraiment, on avait 17 6 qui ont participé à notre enquête, qui ont collaboré au recrutement. Puis, donc, on a fait quand même un recrutement très, très large, mais malheureusement, c'était à travers la COVID. Donc, ça a été un peu plus compliqué pour le recrutement. Mais quand même, donc, on a eu 512 participants là, qui ont donné qui ont répondu au questionnaire de façon complète et valide. On les a questionnés, donc c'est un questionnaire en ligne auquel ils ont répondu. Ils ont répondu à des questions provenant du Family Focused Mental Health Practice Questionnaire, qui est un outil ou un questionnaire qui est utilisé à l'international pour mesurer justement l'état des pratiques, mais aussi il y a différentes sous-échelles en lien avec les facteurs facilitants et obstacles à ce type de pratiques-là. On les a questionnés aussi sur différentes caractéristiques personnelles et professionnelles. Donc, le questionnaire dont je vous parlais a été traduit et validé dans sa version francophone. On a obtenu 5 sous-échelles. Donc, la première sur les pratiques centrées sur la famille, une autre sur le soutien organisationnel, une autre sur le niveau de confiance, compétence et connaissance par rapport aux pratiques de soutien aux familles, une autre concernant l'ouverture à améliorer sa pratique et finalement une qui portait sur les attitudes et croyances par rapport à la pertinence là, de cette approche-là. Vous voyez ici les résultats aux 5 sous-échelles, donc je vais aller vite là-dessus parce que c'est moins ça ben oui, ça nous dit quelque chose, mais donc on voit ici globalement que le niveau de pratique centré sur la famille, donc les pratiques de soutien rapportées par les professionnels québécois étaient quand même assez modérées, donc un score moyen de 5 là, sur un total possible ou une échelle possible de 1 à 7. Le soutien organisationnel a été rapporté comme étant entre faible et modéré, donc on est à 3,69 comme moyenne. Le sentiment de compétence, confiance et connaissance était plutôt modéré. Leur ouverture à améliorer leur pratique était donc une moyenne modérée à élevée. Et en termes d'attitude et croyance à l'égard de la pertinence de cette approche-là, ben, on est quand même on a une moyenne élevée là, par rapport à ça. Dans l'ensemble, ce qui nous a, quand on regarde certains des sous-items, là, que je trouve ça intéressant de regarder par sous-item à certains moments. Donc ici, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a quand même 84 là, qui ont rapporté avoir le réflexe de vérifier si leur usager avait des enfants de moins de 25 ans.
ce qui est quand même très élevé, plus élevé qu'à l'international, là, parce qu'il y a eu d'autres études réalisées avec le même questionnaire, donc ça nous permet de faire quand même une certaine comparaison. 40% discutent régulièrement avec les parents, par exemple, de stratégie parentale. Ils sont quand même peu à fournir régulièrement de l'information aux enfants ou aux parents. Il y a juste 25% là, qui ont nommé donner ou transmettre de l'information. Euh, j'ai parlé du soutien organisationnel qui était faible à modéré. Il y a quand même 40% qui estiment qu'ils n'ont pas assez de temps pour travailler avec les familles. 40% qui nomment aussi avoir peu de soutien de leur milieu de travail là, pour se développer là, professionnellement en lien avec une telle pratique. Je vais sauter un petit peu parce que je vois que j'arrive vers la fin. On a voulu aussi essayer de voir s'il y avait des différences selon la profession. Donc, à l'international, la littérature était très mitigée par rapport à ça. C'est peu clair. Mais ce qu'on voit ici, ce qu'on a pu voir ici avec nos analyses qu'on a réalisées, c'est que les travailleurs sociaux semblent, en tout cas, rapportent un plus haut score de pratiques centrées sur la famille par rapport aux psychologues, par exemple. Donc, on voit ici là, nos analyses post-doc qui l'illustrent bien. On remarque aussi que les infirmiers et infirmières ont rapporté un niveau de soutien de la part du milieu de travail qui est beaucoup plus élevé par rapport aux psychologues. Également, on remarque que les travailleurs sociaux rapportent un plus haut niveau de compétences, connaissances et confiance perçues par rapport au fait d'offrir du soutien aux familles, comparativement aux infirmières ou infirmiers. Et par rapport aux deux dernières sous-échelles, ce qu'on remarque, c'est que les psychoéducateurs, les psychologues, par exemple, semblent avoir une plus faible ouverture à améliorer leur pratique, puis semblent être peu enclins à voir la pertinence là, d'avoir ou d'utiliser cette approche-là dans leur pratique par rapport aux autres groupes professionnels. Donc, c'est ce qui ressort en gros, gros. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'informations là-dessus sur cette diapo-là, mais en gros, c'est ce qui ressortait. Euh, on trouve très intéressant aussi, on pourra en discuter. Puis, dernier point aussi qu'on a voulu voir, c'est un autre de nos objectifs, c'est de voir quels étaient les facteurs prédicteurs de meilleures pratiques ou de pratiques de soutien plus élevées par rapport à des pratiques plus faibles, par exemple. Donc, on a fait des analyses de régression logistique multinomiale, pardon, qui montre ici, bon, donc c'est sûr qu'ici aussi, il y a beaucoup de chiffres, mais je peux vous montrer quand même certains aspects. Entre autres, ce qu'on a constaté, c'est que les prédicteurs les plus forts pour prédire un score plus élevé là, de pratiques centrées sur la famille étaient le statut d'emploi. Par exemple, on le voit ici, le statut d'emploi, donc être à temps plein versus être à temps partiel. Le niveau de compétence, de confiance et connaissance aussi en matière de pratiques centrées sur la famille, qui était un fort, fort prédicteur d'un haut niveau de pratiques de soutien. Également, le niveau de soutien du lieu de travail. Par exemple, si je pense que mon milieu de travail me soutient là-dedans, l'ouverture, d'être ouvert à s'améliorer dans nos pratiques de soutien aux familles et les attitudes et les croyances. Donc, jusqu'à quel point est-ce que je pense que c'est pertinent comme approche de soutenir les familles, etc. Ça, c'était aussi trois prédicteurs importants là, d'un niveau de pratique élevé. Des prédicteurs quand même qui ont sorti mais significativement, mais qui étaient plus faibles. La proportion de la clientèle ayant un statut parental, donc ça, c'est ressorti aussi comme étant significativement en lien, puis le nombre d'années d'expérience du professionnel. Contre toute attente, le fait d'être à l'aise avec les enfants ou l'expérience personnelle ou familiale, c'est le fait d'avoir soi-même avoir vécu des enjeux de santé mentale. Ça, en tout cas, c'est pas ressorti comme étant significatif là, dans nos modèles de régression. Donc, on arrive à la toute fin, puis je pense que c'est important tu sais, de laisser de l'espace pour les questions, commentaires. Donc, c'est ça, je vais aller quand même rapidement là-dessus. Mais donc, ce que j'ai voulu illustrer à travers ma présentation, c'est que de un, ben, oui, les problèmes de santé mentale d'un parent peuvent avoir pas mal de répercussions là, sur la vie familiale, sur les enfants. Les enfants sont considérés comme à plus grand risque aussi de vivre, de vivre d'avoir plusieurs enjeux eux-mêmes là, en termes d'enjeux au niveau scolaire, au niveau social, mais aussi enjeux en termes de santé mentale pour eux-mêmes. Et que c'est important aussi d'offrir du soutien à ces familles-là.
En termes de ce qui est ressorti de nos résultats en lien avec l'enquête qu'on a fait auprès des professionnels, c'est sûr qu'on a vu que les pratiques centrées sur la famille des professionnels québécois étaient modérées. Ça semble être aussi un peu plus élevé que celle rapportée à l'international, ce qui est quand même très, très bien. Euh, les professionnels qu'on a, en tout cas qu'on a questionnés, ils semblent avoir une attitude aussi assez favorable par rapport à ce type de pratique-là, même s'ils sont nombreux quand même à se sentir plus ou moins confiants là, à adopter ce genre de pratique. Et ce qu'on a aussi remarqué, c'est que le soutien organisationnel, le soutien du milieu de pratique était perçu comme étant faible à modéré. Et ça, c'est en dessous là, des scores moyens obtenus dans les études à l'international avec le même questionnaire. Donc, il y a quand même des choses à garder en tête là, en termes d'enjeux qu'on a, nous, au Québec, là, puis de ce qu'on peut mettre en place. Les facteurs prédicteurs, bon, il y en a quand même plusieurs, je ne les répéterai pas, mais tu sais, donc, ce que ça nous dit aussi, c'est qu'il y a des opportunités de maximiser les pratiques, parce que quand on parle aussi de qu'ils ont une ouverture à améliorer leurs pratiques, les professionnels québécois, et qu'on voit que c'est un prédicteur, par exemple, de meilleures pratiques, ben, il y a quelque chose qu'on peut mettre en place, il y a des choses qu'on peut mettre en place pour maximiser puis améliorer les services offerts. Donc, en conclusion, c'est sûr qu'on n'a pas encore toutes les réponses comme type de piste de solution et on est encore en train, nous, alors c'est sûr que je n'ai pas abordé ça, mais dans la dernière phase du projet, on a fait des entrevues auprès de 78, je pense, professionnels en santé mentale adulte. On est en train en ce moment d'analyser les résultats, les données de ces entrevues-là. J'ai plusieurs étudiantes qui travaillent fort là-dessus en ce moment et qui pourront enrichir finalement notre compréhension puis les nuances là, par rapport à tous ces enjeux-là et en termes de facteurs facilitants puis d'obstacles, etc. Mais dans tous les cas, on voit quand même qu'il y a il y a plusieurs professionnels, dont entre autres des psychologues, qui ont peut-être besoin d'être davantage sensibilisés, par exemple, aux réalités puis aux défis de ces familles-là. Et qu'on les sensibilise aussi à la façon d'être capable de les soutenir tout en remplissant finalement leur mandat, puis etc. C'est de ne pas outrepasser leur mandat. Je pense qu'il y a des leviers potentiels là, en termes d'amélioration de la formation universitaire et aussi de la formation dans les différents milieux de pratique. Puis nous, c'est un de nos objectifs là, pour les prochaines années de tabler là-dessus, puis de proposer des formations qui pourraient être efficaces et enrichissantes là, pour les différents milieux pratiques, pour pour maximiser le soutien qui est offert aux familles. Donc, je finirai là-dessus, même si j'aurais d'autres choses que je pourrais raconter, mais je vais attendre vos commentaires et questions, ça va me faire plaisir. Puis, je finis sur cette diapo-là de remerciements. Je remercie vraiment toute mon équipe. Je n'ai pas fait ça toute seule. Donc, on est plusieurs co-chercheurs et co-chercheurs aussi. On a un homme dans le projet, dans l'équipe, mais aussi on a plusieurs collaborateurs, collaboratrices. Il y a des professionnels de recherche qui m'ont aidé là-dedans, pas mal d'étudiantes et on a eu aussi de l'aide soutien statistique. Je vois qu'Annie Lemieux est ici avec nous, là, donc un grand merci à Annie qui nous a beaucoup aidé là, à travers le processus.